On va passer à la suite avec les résultats de l'approche système, avec l'intervention de Stéphane Violo pour la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, Laure Gomita pour la Chambre d'agriculture de la Lozère et Natacha Lagoutte pour la Chambre d'agriculture de la Creuse. Donc, bonjour à tous, donc, je vais me présenter, Natacha Lagoutte, je suis conseillère spécialisée bovin-viande à la Chambre d'agriculture de la Creuse. Et donc là, on va vous présenter une partie seulement des résultats de l'approche système. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque département a réalisé des travaux. Donc là, on va vous montrer un peu des exemples de ces travaux. Donc tout d'abord, au niveau de la méthode. Donc l'objectif, vous avez vu par rapport aux présentations de ce matin, qu'on a simulé un peu l'impact de l'évolution climatique sur le système fourrager. Donc on a vu avec les IAPC notamment. Et là, l'idée, c'était d'aller plus loin. Et sur des systèmes K-type, qu'on travaille notamment dans les réseaux d'élevage, c'est de voir ces évolutions, qu'est-ce qu'elles impactent. Donc, on a fait différentes simulations, donc en année classique, année type 2020, et en année type 2050, qu'on a présenté en fait à des groupes d'éleveurs dans les départements par production. Et on a demandé à ces éleveurs-là, par rapport aux résultats que ça donnait, qu'est-ce qu'eux pourraient mettre en place comme levier sur leurs exploitations, qu'est-ce qu'ils voyaient qui était possible et faisable à leur niveau. Donc ils nous ont donné une liste de leviers. Donc autant vous dire qu'on a eu beaucoup d'idées aussi qui sont sorties de ces focus group. Et derrière, c'était de dire, maintenant qu'on a ces leviers, on va essayer de les mettre en place sur nos cas types et de voir un peu les conséquences qu'il y a sur ces leviers. Donc ça, c'était une partie qu'on avait fait l'année dernière. Et comme le disait Marine ce matin, on avait travaillé levier par levier. Là, la nouveauté de cette année, c'est qu'on a cherché à travailler sur des combinaisons de leviers. Donc, par rapport aux exemples que vous allez voir cet après-midi, donc il y en a 3. Un exemple sur un système bovin-lait de montagne en Puy-de-Dôme, un système Roquefort, donc ovin-lait situé dans l'Écosse, et enfin un système bovin-viande, donc système Naisseur, qui représente le Limousin. Donc, on va commencer par ce dernier cas type. Voilà. Donc système Naisseur, pour vous présenter un peu le système, on est sur une exploitation avec 1,5 unité de main-d'œuvre. Donc une personne à temps plein et une personne à mi-temps. On est autour de 105 hectares avec donc 4 hectares de culture. 80 vélages qui représentent 112 UGB de présent en moyenne sur l'année pour un chargement de 1,06. Des vélages qui sont plutôt groupés autour du 15 janvier. Et les ventes, donc c'est broutard et broutarde entre 8 et 10 mois. Et dans toutes les vaches de réforme qui sont engraissées. Donc on est à peu près sur ce système-là à 30 000 kg de viande vive produit. Et c'est un système qui est plutôt semi-extensif et surtout qui est à la base économe et autonome. C'est-à-dire qu'en système initial, c'est un système qui n'achète pas notamment de fourrage. Donc sur ça, chaque cas type, on est parti avec une station météo comme référence. Donc là, pour le système Naisseur en bovin-viande, on était sur la station de Bourganeuf qui se situe plutôt dans le nord-ouest de la Creuse. On est à une altitude de 500 mètres. Au niveau de la pluviométrie, on a une pluviométrie moyenne assez abondante. On est à plus de 1000 mm par an. Température moyenne autour de 11 degrés. Et ce qu'on voit, donc vous voyez les petits bâtons verts, c'est une station qui, à la base, est quand même pas mal arrosée. On n'a pas de gros creux estivales, comme on a pu le voir ce matin sur certaines stations. Donc voilà, des pluies assez bien réparties et des précipitations qui sont notamment assez élevées à l'automne et l'hiver. Donc, quels sont les impacts du climat sur ces exploitations-là ? Donc, on a calculé le déficit fourrager que les changements qu'on a vus ce matin pouvaient engendrer. Donc, autant sur cette station-là, les fauches précoces, donc les fauches de début mai, vont être très peu impactées parce que la pluviométrie va rester abondante à cette période-là et on aura aussi de l'ensoleillement pour de la pousse de l'herbe. Par contre, là où elle va être très impactée, ça va être plutôt sur l'été. Donc, en premier coup, vous voyez, on a 10% de déficit sur du foin. Par contre, du moment qu'on passe sur du foin déprimé, là, on va être sur 22%. Sur de la deuxième coupe, on perd un tiers du rendement. Et sur les pâtures de juin, juillet, août, on a 26%, donc un quart de perte fourragère sur ces systèmes-là. Donc là, sur le système, si on ne fait pas bouger par rapport à ce qu'il était aujourd'hui, on a une perte estimée à 44 tonnes de matière sèche qui manque. Donc là où on était autonome, si on ne change rien, il faut acheter 44 tonnes de matière sèche tous les ans. Donc les leviers d'adaptation, donc voilà, ça c'est une partie de ceux qu'on a eu lors des réunions d'éleveurs et qu'on a testés,
qui se classe en deux offres, deux parties. Donc une offre au niveau de l'offre alimentaire. Donc on a regardé tout ce qui est achat compensateur. On a regardé tout ce qui était augmentation des surfaces, modification de l'utilisation des surfaces, avec notamment des dérobés. Et après, on a regardé aussi des leviers qui jouaient au niveau du troupeau. Donc là, modification de la conduite. Donc pour le système bovin-viande, on était sur un rajeunissement de l'âge au premier vélage, une réduction du temps passé en bâtiment ou encore une réduction du cheptel pour optimiser aussi les performances animales, c'est-à-dire d'essayer d'avoir les mêmes perfins, de garder de la production, mais peut-être en réduisant le cheptel, en augmentant les kilos produits. Donc, au niveau de la combinaison que je vais vous présenter aujourd'hui, donc les trois leviers qu'on a combinés ensemble, c'était l'implantation de dérobés, le rajeunissement de l'âge au premier vélage, couplé à une réduction de la période en bâtiment. Donc, pour chaque levier, on a essayé de faire un peu les positifs, les points positifs et les limites un peu de chaque levier pour dire, voilà, les leviers sont applicables, mais il y a peut-être des conditions à avoir ou des choses où il faut être vigilant. Donc, par exemple, pour la mise à l'herbe plus précoce, ça, c'est un levier qui a l'avantage d'être très économique. On n'a pas de coût à engendrer. C'est juste de sortir les animaux plus tôt. Donc, en fait, on voit que la pousse de l'herbe va être plus précoce au printemps. Donc, on va avoir moins de gaspillage parce qu'on va pouvoir sortir nos animaux pour aller manger cette herbe-là. Et du coup, vu qu'ils sortent plus tôt, on a une économie de fourrage distribué et de paille aussi au niveau de la litière. Par contre, on en a un peu parlé ce matin, il y a tout ce qui est problème de portance du sol où il va falloir être vigilant, c'est-à-dire que va peut-être falloir sélectionner les parcelles sur lesquelles on peut sortir ces animaux. Après, sur des périodes de vélage, ça peut être pas très adapté pour les vélages de mars-avril où on a des veaux qui viennent de naître et qui peuvent être un peu fragiles en cas de coup de gel ou de pluie. Et ça veut dire aussi qu'il faut anticiper la mise à l'herbe. Si on met plus tôt, ça veut dire qu'il faut qu'on s'occupe plus tôt de savoir les animaux dans quel lot on les met, qu'il faut refaire les clôtures. Voilà, ça demande un peu plus d'anticipation. Après, sur le levier de rajeunir l'âge au premier vélage, donc ça, c'est un levier qui permet en fait de diminuer le nombre d'UGB présents sur l'exploitation. Parce que nos génisses, avant, elles vélaient à 36 mois. Là, elles vont véler à 30 mois, donc on gagne 6 mois. Ça permet également d'avoir 2 périodes. Il faut pour faire donc c'est un des points un peu de limite, c'est qu'il faut obligatoirement au moins 2 périodes de vélage différentes, de 6 mois d'écart pour faire cette conduite. Mais dans un même temps, ça permet de limiter un peu les risques et de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et du coup, on a une partie des vélages au printemps, une partie à l'automne. Si c'est le printemps qui est sec, nos vélages d'automne, on va pouvoir sevrer et les mères vont sortir à l'herbe toutes seules. Si on est sur si on a une sécheresse d'été, voilà, ça va jouer. Ou si c'est à l'automne, on sait au moins que tout notre troupeau ne va pas être impacté de la même façon. Par contre, ça, c'est une conduite qui demande énormément de technicité et d'être très vigilant au niveau de la reproduction pour éviter après de se retrouver avec des vélages toute l'année. Et le troisième levier, du coup, c'était implanter les cultures en dérobé. Donc là, ça, c'est un levier qu'on commence à pas mal connaître. Ça permet de faire du stock en quantité, en qualité. Ça permet d'avoir des bonnes implantations de prairies quand on les fait sous couvert. Et aussi, ce qu'on a vu tout à l'heure, de semer des prairies un peu plus tardivement. Après, c'est un levier qui a un coût assez important parce qu'on a le coût d'implantation de notre métail. On a des besoins en phosphore, potasse, du coup, qui peuvent être un peu importants. La qualité des fourrages peut être variable aussi selon les années. Et toujours ce problème de portance des sols, parce que si on veut récolter notre fourrage en métail, notre métail fourrage précocement, il faut s'assurer qu'on puisse rentrer dans les parcelles pour aller le récolter, notamment des fois fin avril, début mai. Donc, au niveau des résultats qu'on a eus, donc là, vous avez le pourcentage d'autonomie sur l'exploitation. Donc, en situation initiale, on était à 102% d'autonomie, c'est-à-dire qu'on était autonome, on avait notre marge de sécurité. Parce que dans les 100% se trouve la marge de sécurité. On voit que si en 2050, on ne met aucune adaptation en place, on tombe à 84% d'autonomie. Et après, quand on prend chaque levier, on remonte indépendamment, on remonte à 90, 92%. Mais ce qu'on vous a dit, un seul levier ne suffit pas. Et en fait, c'est en combinant les trois, on arrive à se retrouver au niveau de la situation initiale. Donc ça, c'est juste pour la partie autonomie. Mais ce qui est regardé aussi derrière, c'est la partie économique. Donc, on a regardé, donc situation initiale, voilà, on n'a pas d'achat, c'est bon. Si on ne s'adapte pas, on a nos 44 tonnes d'achetés, ça représentait 7 000 € d'achat, si on ne faisait rien, tous les ans. Et après, on a regardé la mise en place de levier. Donc, le levier, une mise à l'herbe un peu plus précoce, on a toujours un peu d'achat. Donc, on n'a pas de surcoût supplémentaire, mais on a des achats. Donc, il nous reste quand même 3 300 € à payer. Diminuer l'âge au premier vélage, c'est pareil, on a toujours de l'achat à faire à hauteur de 4 000 €.
L'implantation de métail, avec 4 hectares de métail sur notre exploitation, ça ne suffit pas à couvrir tous les besoins. Donc, on a le coût d'implantation qui est à 2 500 €, plus le fourrage à acheter supplémentaire. Et par contre, on voit que quand on combine nos 3 leviers, finalement, c'est là où on retrouve la situation économique la moins dégradée sur l'exploitation, avec un surcoût de seulement 2 500 € par rapport aux 7 000 si jamais on ne fait rien. Donc, j'ai laissé la place pour le CATIP Bovin-Lait. Donc Stéphane Violot, moi je suis conseiller fourrage à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Et donc je vais vous présenter le même travail que ce que Natacha vous a présenté, qui a été fait sur un autre CATIP, Bovin-Lait, sur la région, sur le secteur du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire. Alors, en fait, on a un peu les mêmes présentations, donc vous allez retrouver à peu près les mêmes diapos. Donc d'abord, pour resituer un petit peu ce CATIP, donc c'est un système de bovin laitier spécialisé en montagne granitique. Alors granitique, ça veut dire des montagnes un peu plus séchantes que les zones volcaniques, mais avec la possibilité de cultiver du maïs. Donc on est en général entre 500 et 700 mètres d'altitude. Le CATIP, là, c'est une exploitation qui a un petit peu plus de 2 UMO, mais en fait, ça fait 2 UMO, on va dire, sur l'exploitation et plus 0,2 salariés. On est sur 117 hectares de SAU, dont 16 hectares de céréales et 15 hectares de maïs. Donc là, on commence à être vraiment dans une exploitation type polyculture élevage, avec une surface assez importante en céréales. On est sur un troupeau de Montbéliarde avec du renouvellement et un chargement en gros de un petit peu plus d'un UGB, 1,05 UGB par hectare de CFP. Donc finalement assez comparable avec celui que vous a présenté Natacha. Là par contre, le système de vélage, c'est plutôt des vélages étalés à 29 mois. Et pour une production, on a un petit peu plus de 450 000 litres de lait, 7400 litres de lait par vache. Ça veut dire qu'on est sur un système qui est finalement semi-intensif, pas forcément très intensif, mais économe et autonome. Au départ, on est autonome, mais avec un choix d'utiliser du maïs sur des surfaces quand même assez conséquentes. Alors, même chose pour resituer un petit peu le climat. Alors là, on est sur des choses, on commence déjà à avoir un climat un petit peu différent de celui qu'on a vu tout à l'heure à Bourg-à-Neuf. Ambert, c'est 550 mètres d'altitude, c'est une vallée nord-sud. Je retiens ce que disait Vincent ce matin. On est quand même bien arrosé, puisqu'en moyenne, on est à 900 mm par an. C'est un petit peu plus froid, 10 degrés et demi. Par contre, la pluviométrie, il y a quelque chose déjà qu'on commence à voir et qu'on va voir peut-être un peu plus sur l'exemple d'après. C'est un début d'année qui est relativement sec, c'est-à-dire paradoxalement, les mois les plus secs, ce n'est pas les mois d'été, mais c'est plutôt les mois de janvier, février, mars. Et puis après, on retrouve un petit déficit dans l'été. Et autre chose aussi importante au niveau des températures, c'est qu'on est sur des situations avec des amplitudes importantes. C'est-à-dire que la température moyenne n'est pas très élevée, mais par contre, on a des amplitudes importantes entre les températures chaudes et les températures les mini et les maxi, notamment en été. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des situations avec de fortes chaleurs en été. Donc quand on regarde les impacts sur les exploitations à l'horizon 2050, alors juste un tout petit aparté parce qu'on ne l'a pas cité, mais quand on parle des évolutions de rendement, effectivement, la question vous sera peut-être posée. Derrière, c'est des estimations qu'on a essayé de faire en se disant, voilà, on a vu ce matin qu'il y a une occurrence des sécheresses qui va augmenter, a priori. Donc on a essayé de partir de ces chiffres-là. On sait les rendements actuels, on va dire, sur des années favorables, des années défavorables avec printemps sec ou été sec. Et on a essayé, je dirais, d'imaginer en 2050 si, à partir des rendements de cette année, si on a, au lieu d'avoir 3 printemps secs, on en a 4, voilà, qu'est-ce que ça peut donner en termes d'évolution de rendement. Donc c'est un peu comme ça qu'on a fonctionné pour arriver à estimer une évolution des rendements à 2050. Bien sûr, c'est pas une mesure, puisqu'on sera pas là. Enfin, moi, je serai pas là pour le faire. D'autres y seront sans doute, mais voilà. Donc, on est sur des déficits qui sont un peu inférieurs à ceux qu'a présenté Natacha. On est on va dire entre 11 et 15% sur des récoltes type humide, que ce soit en première coupe d'ensilage ou sur les foins de deuxième coupe, on est à 13%. Sur le maïs ensilage, on est entre 10 et 15%. Et là où il y a les pertes les plus importantes, c'est plutôt ces deuxième coupes, où on est aux alentours de 25%. Quoi qu'il en soit, dans une exploitation comme ça, le déficit fourrager, c'est 33 tonnes de matière sèche à l'année. Ça veut dire à peu près 10% de stock en déficit. Voilà.
Donc là également, plusieurs leviers ont été étudiés. Donc vous retrouvez le même graphique, le même schéma que tout à l'heure, un petit peu plus spécifique, puisqu'en système laitier, on n'a pratiquement pas travaillé par exemple sur les modifications de date de vélage, mais plutôt sur la précocité des vélages. Au niveau des surfaces, l'offre alimentaire, on est sur la même chose, hein, comment on peut modifier la conduite des surfaces, l'implantation de cultures dérobées. Bon, bien sûr, l'achat compensateur qui nous servait en quelque sorte de témoin, puisqu'en gros, c'est si je fais rien et que j'achète, qu'est-ce que ça me coûte. Et puis, on retrouve également la réduction du cheptel. Et la fermeture des silos d'ensilage, alors on va revenir dessus, parce que justement, c'est un levier qui n'est pas souvent utilisé, enfin qui est utilisé, qui n'est pas facile à utiliser quand on en parle avec les éleveurs. Alors dans ceux qu'on a testés sur ce cas type-là, justement, il y a la fermeture des silos de printemps. Et ce qui est intéressant, c'est quand on en parle avec les éleveurs, c'est bah oui, pourquoi distribuer de l'ensilage alors qu'il y a de l'herbe à manger au printemps? Mais pourtant, il y en a bien qui continuent à distribuer du maïs. Et puis après, des leviers autour de la conduite des surfaces et notamment l'amélioration on va voir, de la conduite du pâturage et l'instauration de l'implantation de cultures dérobées. Alors concrètement, voilà les trois leviers qu'on a essayé de combiner. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le groupe que je suis, il y a un éleveur qui a déjà combiné ces leviers. C'est vrai que ça nous a un petit peu aidé, je dirais, à mettre ça en place. Alors le premier, il paraît assez simple, hein, c'est pourquoi distribuer de l'ensilage de maïs en avril-mai, ou plutôt mai-juin, alors qu'il y a de l'herbe à manger dehors. Ça ne présente a priori que des avantages. Les avantages, c'est effectivement, on distribue moins de stocks, donc on économise des stocks, on utilise mieux l'herbe au pâturage. Mais en fait, quand on discute avec les agriculteurs, c'est vrai que ça suppose deux transitions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sort d'une ration d'hiver pour passer à une ration toute herbe, et il faut 3 semaines de transition si on veut que la transition se fasse bien. Et puis 2 mois après, il va falloir refaire une transition dans l'autre sens en réintroduisant de l'ensilage. Et c'est vrai que quand on en parle avec les éleveurs, alors que je dirais qu'en tant que conseiller, moi je suis plutôt un conseiller fourrage, ça paraît un petit peu curieux qu'on ne le fasse pas d'emblée. Et quand on parle avec les collègues conseillers élevage, on dit c'est vrai que c'est pas évident pour un éleveur de fermer un silo pour le réouvrir peut-être que 2 mois ou 3 mois plus tard, quoi. Donc c'est pas pour rien si les gens ne le font pas. Donc c'est quand même une limite, une contrainte qu'il faut avoir à l'esprit. Ensuite, la réduction de la surface pâturée. Alors vous allez me dire, déjà on distribue de maïs, il va falloir pâturer un peu plus. Pourquoi on enlève encore de la pâture? Parce qu'en fait, quand on regarde dans ces systèmes-là, on est à 40 arts par UGB. Et 40 arts par UGB, au printemps, il y a de l'herbe qui est gaspillée. On peut en utiliser un peu moins. Donc là, dans notre simulation, on joue sur 3 hectares, c'est pas énorme. Ça fait passer de 40 arts à 37 arts. Donc 37 arts au pâturage, c'est encore tout à fait gérable. Donc c'est à nouveau un bonus en termes de valorisation de l'herbe au pâturage. Ces 3 hectares, si on peut les faucher en ensilage, plus du regain, c'est un petit peu de stock en plus. Bon, effectivement, après c'est au cas par cas. Il faut avoir des surfaces qui sont pâturées, qui peuvent être fauchables. Et puis il va falloir, dans un système laitier, pouvoir être sûr d'avoir quand même assez de surface à pâturer autour des bâtiments. Donc là, c'est vrai que c'est un levier qu'on teste, qui est testable certaines fois, mais qui ne sera pas forcément réalisable tout le temps. Et dernier levier, c'était d'introduire des cultures de dérobée, de métail, mais alors de métail très particulier, c'est-à-dire que c'est un métail vraiment très précoce, récolté avant maïs ensilage, donc sur seulement 4 hectares et demi par rapport aux 15 hectares de maïs, donc on n'en met pas partout, puisque il faut, respecter les rotations. Mais l'intérêt, c'est quand même derrière de pouvoir rajouter du fourrage en quantité et surtout en qualité pour nourrir les animaux. Le principal inconvénient qu'on rencontre quand les agriculteurs le mettent en place, c'est plutôt l'organisation des chantiers de récolte. C'est-à-dire que avoir un métail, si on veut vraiment chercher de la qualité, il ne faut pas trop se tromper en termes de date de récolte. Et des fois, ça peut être un peu décalé par rapport au silo d'herbe. Donc ça peut parfois obliger à faire deux silos, ou un silo l'un sur l'autre. Il y a des questions derrière autour peut-être du choix des espèces à mettre dans le métail de façon à ce que ça se cale mieux par rapport à l'herbe. Bien, en termes de résultats, là c'est un copier-coller de Natacha. Au départ, on était autonome à 101%, génial, 1% de plus, pile poil. 2050, il me manque, on a dit tout à l'heure, 10% de forage. Et puis quand on prend les leviers un par un, on arrive effectivement à améliorer, mais on n'est pas tout à fait autonome. Et au miracle, quand on combine les 3, on passe autonome.
Et en termes de résultats, alors nous, on a plutôt travaillé un petit peu différemment. On a travaillé donc, notamment avec l'équipe des réseaux d'élevage. Sur la partie creuse, vous aviez travaillé un peu plus la notion de bilan partiel, c'est-à-dire de charge en plus ou de produit en moins. Nous, on est allé un petit peu différemment, on est allé un tout petit peu plus loin sur l'aspect revenu. Alors, il y a eu des études qui ont été faites sur le BE. Là, on a choisi de vous présenter le revenu disponible avec les différentes options. Alors, quand on avait fait ces premiers travaux levier par levier en 2019, systématiquement, on perdait entre 10, 15, 20% de revenus avec l'achat compensateur par rapport au revenu initial. Là, on est à moins 11%, donc c'est pas le pire. Mais tous les leviers pris isolément, on n'arrivait jamais à rattraper le revenu de départ, ce qui était vraiment très, très frustrant en termes de communication. Et là, ce qui est vraiment intéressant, là, ça c'est un cas, il faudra voir sur les autres, mais il se trouve que là, dans ce cas-là, avec la combinaison des 3 leviers, on arrive à récupérer le revenu de départ, voire même peut-être faire un peu mieux, mais je pense que le un peu mieux, c'est simplement parce qu'on optimise le système de départ. Voilà. Je passe la parole à Laure. Donc, merci Stéphane. Donc, Laure Gomita, je suis agronome à la Chambre d'agriculture de Lozère. Et donc moi, pour ma part, je vais vous présenter un cas type au vin lait, donc pour conclure sur cette approche système. Donc, il s'agit du cas type au vin lait en système Roquefort spécialisé, donc en zone de Cosse, avec parcours, récolte en foin et traite tardive, donc correspondant à une traite du 20 février au 31 août. Donc, on voit la carte du cas type un petit peu en bas à droite de la diapo. Donc, sur ce cas type, on a 2 exploitants avec un salarié pendant la période d'agnelage. On est sur une surface agricole utile de 103 hectares, avec 79 hectares en surface fourragère principale et 24 hectares de céréales, et auquel on vient ajouter 300 hectares de surface pastorale. Donc, on est sur 431 brebis laconnes qui sont à la traite pour 106 000 litres de lait produit. Et donc, du coup, on va être sur un système qui est semi-extensif, autonome et économe. Donc, pour faire nos simulations sur ce cas type, on est parti de la station météo de Millau, donc qui est située à 712 mètres d'altitude. Donc, nous, on peut voir que sur cette station-là, les précipitations, on est en moyenne à 690 mm. Donc, on est sur des précipitations plus faibles que les cas types précédents. Donc, il faut savoir qu'on est sur des sols généralement calcaires, superficiels et séchants sur ce type de territoire. Et avec une température moyenne autour de 12 degrés. Et généralement, on va avoir caractérisés par des étés qui vont être plutôt secs et chauds. Donc, à partir de ces données-là, on a regardé un petit peu quels allaient être les impacts des évolutions du climat sur notre cas type au vin lait. Donc, sur notre cas type, on va avoir un impact plutôt important sur le système fourrager. Donc, il faut savoir qu'on est sur des récoltes en foin. Donc, en comparaison au cas type précédent, on a des récoltes qui sont plutôt tardives, donc qui vont être impactées par les sécheresses. Donc, on voit qu'on va avoir un déficit qui a été estimé à 25% sur les fourrages. On a également 10% sur le pâturage, avec également des surfaces pastorales qui subissent un peu les sécheresses répétées chaque année. Et enfin, une estimation à 30% de déficit sur les céréales. Donc au final, sur ces cas types-là, on voit qu'en l'absence de changement, on pourrait avoir un déficit fourrager qui est estimé à 89 tonnes de matière sèche. Donc on est vraiment sur un impact important du système fourrager sur ce cas type. Donc une fois qu'on a identifié un petit peu les impacts, on a réfléchi donc avec nos groupes d'éleveurs et nos conseillers d'élevage aux leviers d'adaptation qui seraient les plus pertinents pour ce cas type. Donc, comme ça a été présenté précédemment, les diapos se ressemblent relativement, on va avoir 2 grands axes, une sur l'offre alimentaire et une sur les besoins du troupeau. Donc, dans un premier temps, on a regardé un petit peu les différents leviers pris indépendamment les uns des autres. Et puis, on a également fait une scénarisation sur une combinaison de leviers. Donc nous, pour ce cas type, on a choisi donc d'étudier
une modification de l'utilisation des surfaces fourragères et pastorales, qui vont être liées à un décalage de la période de production. On va également réduire le cheptel, tout en essayant d'optimiser les performances animales pour pas trop justement perdre en termes de quantité de lait. Et enfin, on va supprimer le salariat. Donc c'est cette combinaison de ces différents leviers qui ont été simulés. Donc un petit peu sur les avantages et les points et les limites de ces différents leviers. Donc tout d'abord, le premier, c'est le changement de période de traite. Donc on a simulé l'avancement de 2 mois de la période de traite, soit une traite qui démarrerait au 20 décembre. Donc ça permettrait justement de pouvoir derrière venir valoriser les surfaces pastorales, puisqu'en fin d'été, on aurait des animaux qui seraient à faible besoin, donc qui pourraient aller sur les surfaces pastorales. Et de même, pendant la période estivale, on aurait des animaux à faible besoin, donc qui pourraient venir valoriser ces surfaces. Alors que sur la traite tardive initialement, ils pouvaient difficilement valoriser ces surfaces, puisqu'on était en période estivale à des périodes où les animaux avaient des forts besoins. Bon, en contrepartie, donc c'est quand même un défi technique, puisqu'il va falloir revoir un petit peu la conduite de son troupeau. Et par contre, ça va nécessiter également une augmentation des besoins en fourrage fin automne, début d'hiver, pour soutenir la lactation en bergerie. Donc à cela, on a ajouté une diminution du cheptel pour limiter les achats de fourrage. Donc on passerait de 431 à 338 brebis. Mais du coup, on diminue la production. Donc, en parallèle, l'idée, c'est d'optimiser les performances animales. Et donc, pour ça, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir une gestion du troupeau qui va être très, très rigoureuse. Et également la nécessité d'un fourrage de qualité pour pouvoir permettre justement cette optimisation des performances animales. Et enfin, le dernier levier qui a été testé, c'est du coup la suppression du salariat pour réduire les charges. Mais du coup, en contrepartie, on va avoir une augmentation de la charge de travail en période d'agnelage, puisque c'était à cette période-là qu'on avait le salarié qui intervenait sur l'exploitation. Et pour finir, enfin, on achète les fourrages manquants. Donc, en termes de résultats, donc, nous, un petit peu sur l'autonomie fourragère à horizon 2050. Donc, en situation initiale sur ce cas type, on est quasi autonome, donc on est à 99%. Donc, on voit qu'en situation 2050, sans adaptation, on tombe à 60% d'autonomie fourragère, soit donc une nécessité d'achat de 40% de fourrage. De même que pour mes collègues précédents, on voit que si on applique un seul des leviers, donc là c'est le changement de période de traite, ça nous permet d'augmenter que de 2% au final en termes d'autonomie, puisqu'on va valoriser les surfaces pastorales, mais en contrepartie, on augmente quand même le besoin de fourrage pendant la période de traite. Donc là, on remonte qu'à 62%. Par contre, on voit que si on applique la combinaison des différents leviers, là on remonte à quasi 80% d'autonomie fourragère. Donc ensuite, sur le revenu, donc là pareil, on regarde le revenu disponible à horizon 2050 en comparant par rapport à la situation initiale. Donc on voit qu'en horizon 2050, ces adaptations, on est à 78% du revenu initial. De la même manière, si on n'applique qu'un seul levier, on remonte qu'à 80% du revenu initial à horizon 2050. Et par contre, si on vient appliquer la combinaison de leviers, ça nous permet d'augmenter à 90%, donc soit une perte unique de 10% par rapport à la situation initiale. Donc il faut voir que nous, sur ce cas type, on est quand même plus impacté que les cas types précédents. Du coup, en conclusion, on voit que dans ce contexte de changement climatique, donc, les leviers d'adaptation qui sont pris individuellement, ils ne permettent pas de compenser la perte initiale. Il y a vraiment une nécessité de prendre un ensemble de leviers pour pouvoir limiter justement les effets du changement climatique.
Donc en sachant qu'il n'y a pas une solution unique de combinaison de leviers, ça va être vraiment à raisonner au cas par cas pour avoir les leviers les plus adaptés à chaque système. Donc ici, nous, on a présenté les adaptations à l'échelle des exploitations. Mais vraiment, on se rend compte en travaillant avec les agriculteurs qu'il y a vraiment la nécessité d'avoir une réflexion plus globale, donc à l'échelle des filières et des territoires, et donc de vraiment mobiliser l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Donc, parce que voilà, le pire, c'est de ne pas s'adapter. Et du coup, les systèmes de demain sont encore à construire, et l'idée, c'est qu'on puisse les construire ensemble. Voilà, merci à tous. Et on va pouvoir passer aux questions. Hervé Tournal, merci pour vos présentations, parce que je trouve qu'elles sont très illustrées, ça donne un peu une bonne image des combinaisons de leviers. Alors j'ai une question un peu à deux niveaux. Je vais partir du cas un peu pratique, et c'est plutôt à Stéphane. Quand tu parles de dérobée avant maïs, on est bien d'accord, c'est une dérobée sur une parcelle qui elle-même et après se met en maïs. C'est ça. Et du coup, par expérience, c'était une pratique qui avait été évoquée quand j'étais en Charente dans les années 90. Et en fait, elle était plutôt déconseillée parce que cette dérobée prélevait de la ressource en eau et qui manquait pour le maïs, enfin qui pouvait manquer pour le maïs après. Et du coup, là, comment vous avez tenu compte de l'évolution de la pluviométrie à l'échelle 2050 pour cette situation-là? Et du coup, la question plus générale que j'ai, c'est justement comment, dans vos simulations sur des itinéraires techniques, comment est prise en compte ces changements futurs, quoi. Alors déjà, traditionnellement, il y avait quand même une utilisation de cultures dérobées, notamment à base de raies-gras, très souvent, ou de cultures de graminées sols. Il s'avère en fait que les observations qui sont faites notamment par les collègues de la Manche qui ont pu travailler là-dessus, dans le cadre des métayes, on prélève moins d'eau, je dirais, avant le maïs que quand c'est un raies-gras. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a un impact qui sera moins important. Ensuite, on va dire qu'on est sur une culture très précoce qui se fait à une période où l'évaporation est relativement faible. Par contre, je ne te cache pas qu'on n'a pas fait de calcul exact de comment sera la réserve, je dirais, à l'implantation du maïs, s'il y a une culture avant ou s'il n'y en a pas. On ne l'a pas mesuré en tant que tel. Par contre, ce que l'on a, c'est qu'on a quand même un recul maintenant depuis 4-5 ans d'agriculteurs qui font ces pratiques-là, qui utilisent ces pratiques-là. Donc avec des années qu'on a vécues qui étaient quand même relativement contrastées, avec des printemps secs, comme on a eu en 2019 ou en 2020. À chaque fois, en fait, on va dire que l'impact sur le métail est relativement faible. Ça veut dire qu'on a une certaine régularité en termes de rendement sur les métails, autour de 3,5 tonnes, 4 tonnes de matière sèche, mais récoltée vraiment à un stade très très précoce. Et l'impact ensuite sur le maïs, sur l'implantation du maïs, est relativement faible, puisqu'on arrive à une période au mois de mai qui, pour l'instant, reste le mois le plus arrosé de l'année. Voilà. Donc l'impact sur les maïs est relativement faible, mais à une condition, c'est que, moi je pense que la condition, c'est que la priorité, c'est le maïs. C'est-à-dire que si l'année fait que le métail n'est pas tout à fait au rendement qu'on souhaiterait, l'objectif, c'est d'abord de se mettre en situation de préserver le maïs, quoi, quitte à récolter un métail qui ne sera peut-être pas une grosse quantité. Mais ceci dit, les calculs au niveau des réserves, on ne l'a pas fait. Moi, je n'ai pas de mesures qui ont été faites concrètement dans nos scénarisations, quoi, c'est ça que je veux dire. On ne l'a pas intégré. Forcément, ça n'a pas été chiffré en tant que tel dans les scénarisations. Après, autre chose, en raisonnant sur 4 hectares sur 15 hectares, ça veut dire qu'on va aussi ne mettre que certaines parcelles dans ces situations-là et pas systématiquement tous les maïs. Ça veut dire qu'il va y avoir les 2 tiers des maïs qui vont pouvoir être implantés sur des parcelles qui auront pu être labourées au préalable, donc pour lesquelles on aura quand même essayé de mettre tous nos atouts de notre côté pour réussir le maïs. Donc c'est toujours cette idée de ne jamais faire un tout ou rien, mais plutôt de faire en fait par petites touches, si je peux me permettre. Et pour compléter aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec le métail avant maïs, c'est qu'on sait que peut-être il y aura un impact qui peut être léger sur le maïs, mais ce qu'il faut voir, c'est la récolte totale sur la parcelle qui finalement, elle, va se retrouver augmentée. Et notamment avec les années de sécheresse qu'on a pu subir, bon, pas cette année, mais les années précédentes,
où au final, ceux qui avaient fait le métail avant avaient pu récolter du métail en fourrage pour faire du stock. Et par contre, le maïs derrière qui est resté, qui faisait 1 mètre de haut, ça a sauvé un peu leur stock par rapport s'ils n'avaient rien fait, parce qu'au final, le maïs, qu'il le métail ou pas avant, quand il y a des grosses chaleurs, des grosses sécheresses, il ne pousse pas. Frédéric Joline, RAE. Je voulais vous demander une décision sur la manière dont vous aviez quantifié le déficit fourragé. Si j'ai bien compris, vous êtes parti d'aléas qui s'étaient déjà produits et pour reconstruire ce qui pourrait se passer, c'est ça ? Alors, en fait, la difficulté, c'est que, je suis désolé parce que je vais prendre un petit peu la parole, au niveau du groupe, on s'est posé beaucoup de questions sur comment on pouvait simuler les rendements en 2050. Et on a essayé de travailler aussi avec des modèles, notamment des modèles comme Styx ou on a essayé de travailler avec des modèles de calcul de rendement. Vincent nous a parlé ce matin de modèles aussi liés à l'ETR. En fait, aujourd'hui, on est bien incapable je dirais déjà de donner le climat de 2050. Et si on peut par exemple pas construire une année moyenne 2050, il faudrait reconstruire 100 fois une année 2050 et tester 100 fois les rendements qu'on a sur une année 2050 avec ces fameux modèles et refaire une moyenne de ces modèles. En fait, techniquement, c'était faisable, mais en tout cas, nous, on n'avait pas les moyens de le faire. Donc, du coup, on a essayé de réfléchir à une autre façon d'aborder les choses. Et alors, je vais prendre l'exemple des rendements sur les fauches. Nous, on a des références solides sur, par exemple, les rendements de l'année 2010, qui est une année qui, dans les dernières années, se trouvait une des dernières, alors je dirais pas normale, mais où il n'y a pas eu de gros impacts particuliers climatiques. On a, par contre, 2011, on sait qu'on a eu une année avec un printemps très sec. On a l'année 2015, qui est une année avec un été très sec. Sur des années comme ça, clairement identifiées, on est capable de dire, voilà, le rendement de la première coupe, il était de tant de tonnes en 2010, tant de tonnes en 2011, tant de tonnes en 2015. Et derrière, après, par contre, ce que l'on a essayé de faire, c'est qu'en 2050, à partir des observations qu'on a d'évolution, par exemple, on a vu ce matin les rapports de pluviométrie sur ETP ou même d'évolution qu'on va avoir des nombreux jours secs au printemps, de se dire en 2050, si en 2050 j'ai par exemple 0,5 années comme 2010, plus 0,3 années comme 2011, plus 0,2 années comme 2015, ça me donne tel rendement. Donc ça veut dire que c'est un rendement pondéré en fonction d'une hypothèse d'évolution de l'occurrence des sécheresses. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas, ça veut dire que ce ne sont que des hypothèses. Et des hypothèses qu'on ne pourra vérifier, je dirais, qu'à cette époque-là. Mais en tout cas, ça nous permet, je dirais, d'estimer quelle pourrait être la perte, et je dis bien la perte en année moyenne, puisqu'en 2050, on aura la même chose qu'aujourd'hui, des années favorables, des années très défavorables. Mais en tout cas, ce n'est pas l'année 2050, mais c'est en gros, à l'horizon 2050, si on a la même évolution qu'on a actuellement en termes d'augmentation de l'occurrence des périodes de sécheresse, quel pourrait être l'impact sur les rendements. Donc je ne sais pas si j'ai été clair. En tout cas, le fait de travailler comme ça permet aussi de distinguer l'impact que ça peut avoir sur les fauches de printemps, sur les fauches tardives, sur les maïs et également sur les pâtures, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes impacts entre le printemps et l'été. Et du coup, d'avoir une sorte d'estimation de la perte pondérée qu'on pourrait attendre d'ici 30 ans. Voilà. J'espère avoir été assez clair. On a plein de questions en visio. Du coup, je relaisse la parole à Amélie. Effectivement, j'ai de nombreuses questions pour vous. La première, c'est Stéphane, donc tu as parlé de réduire les surfaces pâturées et du coup de ramener plus de fourrage récolté. Est-ce que c'est un bon sens ou un non-sens par rapport au prix de tous les intrants, de tout ce qu'on connaît et le reste ? Alors effectivement, c'est juste une toute petite précision. On va prendre un exemple très simple. Sur cette exploitation, actuellement, il y a 40 hectares qui sont destinés à la pâture. 40 hectares qui sont pâturés par une centaine d'UGB. Sans UGB sur 40 hectares au printemps, quand on connaît la pousse de l'herbe au printemps, on peut supposer qu'il y a une partie de l'herbe qui est un petit peu gaspillée. En tout cas, il y a de l'herbe qui pourrait être mieux utilisée au pâturage. Donc l'idée, c'est de se dire, c'est pas je vais remplacer la pâture par de l'ensilage. Bien sûr que les animaux, ils ont tout intérêt à pâturer au printemps. Mais peut-être que je peux pâturer sur 3 hectares de moins, c'est-à-dire que j'ai assez d'herbe pour nourrir mes animaux avec 3 hectares de pâture de moins. Donc je diminue un petit peu ma surface de pâturage. Et ces 3 hectares, puisqu'ils ne sont plus pâturés, je peux m'en servir pour faire du stock, donc pour compléter un petit peu mes stocks. Donc voilà, c'est bien cette logique-là. Mais la priorité, bien sûr, c'est d'utiliser l'herbe au pâturage. C'est celle qui est de meilleure qualité, qui coûte le moins cher. On est tout à fait d'accord.
l'heure tourne, mais on va quand même essayer de répondre à toutes les questions d'Amélie. Essayez d'y répondre en 2 mots. Donne le micro à Natacha. Alors, on a d'autres questions, mais je vais essayer de faire les questions-réponses, comme ça j'irai plus vite. Notamment une question concernant les résultats économiques et les simulations technico-économiques qui ont été faites. Comment on a pris en compte la variation du prix du lait ou de la viande à l'horizon 2050 ? Je vais répondre tout simplement qu'on ne l'a pas prise en compte puisqu'on a fait les simulations à conjoncture technico-économique égale, puisqu'on ne pouvait pas tout faire varier et qu'on n'en a pas l'idée aujourd'hui. Donc, j'ai fait question-réponse. Deuxième notion, question-réponse. Est-ce qu'on a associé à nos simulations les coopératives, les AOP, les IGP, etc. Et est-ce que nos leviers d'adaptation qu'on a cités, donc qu'on a pu voir avec les éleveurs, prennent en compte les cahiers des charges? Premier élément de réponse, c'est en cours en fait le travail avec les filières et notamment les filières locales qui ont des cahiers des charges. Donc finalement, il y a des leviers qui peuvent être à l'opposé de ce qu'imposent certains cahiers des charges et c'est justement tout le travail qui est en cours pour pouvoir correctement faire évoluer les choses. Vous me dites si vous voulez compléter, hein. On peut juste dire que dans la phase 4, des 2 ans qui viennent, on a vraiment prévu de travailler avec les filières et de leur montrer ce qu'on a fait pour échanger avec eux. Si je continue sur les questions, Laure, pour toi, question sur les ovins. Premièrement, parce qu'il y en a beaucoup pour toi. Premièrement, est-ce que l'avancée de la période de traite est compatible avec les besoins de l'aval? Du coup, on est toujours sur la filière, mais là, sur une question technique, je te la pose. Alors, du coup, là, on est sur le système Roquefort. Donc, en l'occurrence, nous, on a une exploitation qu'on suit qui a du coup avancé là, sa période de traite. Donc, sur ce cahier des charges-là, à l'heure actuelle, ça ne pose pas de problème. Hein. Justement, ça leur permet de pouvoir valoriser les surfaces pastorales. Après, des fois, c'est plus sur la partie autonomie fourragère, quantité d'aliments, d'intrants à acheter qu'il faut avoir un point de vigilance. Donc après, c'est aussi toute la réflexion qu'on a derrière de travailler avec les filières. Parce que nous, on a certains leviers qui ont pu ressortir justement de la part de nos groupes d'éleveurs, mais qu'on n'a pas spécialement retenu parce que justement, ils n'étaient pas en cohérence avec les cahiers des charges. Et derrière, on se rend bien compte que sur certains points, il va falloir vraiment travailler avec les filières pour réfléchir justement aux cahiers des charges de demain, qui sont peut-être, puisqu'à l'heure actuelle, parfois ils sont peut-être plus, voire à terme, ils ne le seront plus adaptés à nos contraintes, notamment fourragères. Donc encore une question pour toi, mais tu viens partiellement d'y répondre. C'était par rapport aux surfaces agro-pastorales, est-ce qu'elles ont été prises en compte dans les simulations ? Est-ce que ce serait un levier possible d'adaptation supplémentaire également ? Et est-ce que l'augmentation de production que tu as citée est compatible avec cette conduite en parcours ? Du coup, le premier levier de décaler la période de traite, tout l'intérêt, c'est de pouvoir valoriser au mieux les surfaces pastorales. Parce qu'on voit que sur ces systèmes-là, on a quand même 300 hectares de surface pastorale, donc ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir les optimiser et les valoriser. Donc, sur l'exemple concret qu'on a sur une exploitation qu'on suit, ça leur a permis quand même de gagner en autonomie fourragère, de pouvoir valoriser ces surfaces. C'était quoi la fin de la question déjà ? Par rapport à l'augmentation. Oui, l'augmentation. Du coup, les surfaces pastorales, elles sont valorisées quand on a des animaux qui sont en faible besoin. Donc, en période de fort besoin, par contre, ça nécessite une technicité pointue, puisqu'il va falloir quand même avoir des fourrages de qualité pour pouvoir apporter pendant la période de traite en bâtiment. Donc ça veut dire donc des récoltes en bonne période pour avoir derrière des fourrages de bonne qualité, avec une bonne gestion de la reproduction, une bonne gestion une bonne conduite du troupeau, du pâturage. Donc c'est vrai que ça va demander une technicité, d'être assez pointu sur la conduite à la fois de son troupeau, mais du coup aussi de ces prairies, et pour avoir vraiment des fourrages de qualité à apporter en période de fort besoin.
Dernière question qui était une remarque sur les simulations. Je cite, les besoins en eau des animaux, disponibilité de l'eau, ne sont pas considérés comme facteurs limitants ou importants dans l'adaptation au niveau des exploitations. Qu'est-ce qu'on a à y répondre ? Les besoins en eau, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a pu voir avec les sécheresses qui ont été très problématiques et des fois très structurantes sur les exploitations parce que les exploitants passaient leur journée à traîner de l'eau. Aujourd'hui, sur les simulations qu'on a faites, on n'a pas traité ce point-là. On l'a abordé sur les fiches techniques là, qui vont sortir, notamment. Voilà, sur la partie abreuvement, qu'est-ce qui est faisable. Donc, on a parlé voilà, des aménagements dans les champs pour amener de l'eau, ce genre de choses-là. Mais aujourd'hui, oui, il y a peut-être un travail à faire pour chiffrer ces éléments-là. Parce qu'on sait que la disponibilité en eau, que ce soit pour les animaux, pour les cultures, est vraiment un point important à traiter. Mais là, sur les premiers, enfin sur la partie système qu'on a fait jusqu'à présent, on était plus vraiment sur la partie fourragère. En plus, il faut savoir vraiment que là, on vous a présenté 3 cas types, mais il y en a beaucoup plus qui ont été étudiés, avec beaucoup plus de scénarios qui ont été testés. Donc après, on va bientôt produire justement un petit peu les fiches résultats des différentes scénarisations, avec bien sûr un grand nombre de leviers qui ont été testés indépendamment et en combinaison surtout. Donc voilà, il faut savoir que là, c'était vraiment un échantillon de ce qu'on a pu faire, mais derrière, il y a quand même beaucoup plus de données qui seront très rapidement disponibles. Et juste pour compléter ce que dit Laure, pour chaque cas type, en gros, on a fait une combinaison de leviers. C'est pas la recette miracle, hein, surtout pas. L'idée, c'est bien d'appuyer le fait que combiner des leviers, c'est plus efficace qu'un seul levier. Mais c'est pas cette combinaison qui va marcher partout. Faut surtout pas la prendre comme une recette miracle à mettre en place partout. Une toute dernière, je dirais, l'heure tourne là. Juste une toute dernière question. Une question par rapport aux animaux. Est-ce qu'ils s'adaptent aussi au changement climatique? Est-ce que vous avez remarqué le comportement différent des animaux au fil des années? 2 secondes de réponse, comme ça on donne la parole aux 3 questions. Non, sur le comportement des animaux, aujourd'hui, il n'y a pas eu forcément d'observations qui ont été faites. Après, ce qu'on voit, ce qui est surtout important aujourd'hui, et ce qui a été un peu mis en avant, c'est que les animaux, d'être vigilants sur les accès des coins d'ombre dans les champs, l'accès à l'eau, qui ne soit pas trop éloigné dans la parcelle pour qu'ils puissent aller s'abreuver régulièrement. Mais il n'y a pas eu encore d'observation sur le changement de comportement. Enfin, pas dans notre étude. J'avais une question. Est-ce qu'au-delà du volet économique et production, vous vous intéressez aux impacts sociaux sur ces changements de pratiques et aussi aux impacts environnementaux, et notamment sur est-ce que ça va renforcer ou non les effets du changement climatique? Oui, alors cette partie-là, donc là on ne l'a pas mis dans notre présentation parce qu'on était restreint en temps, mais dans les rapports qui vont être très bientôt disponibles, pour chaque levier ou combinaison de leviers, vous aurez des points d'impact sur le travail de l'éleveur, le point de vue économique, le point de vue environnemental. Est-ce que ça a plutôt un bon impact environnemental ou pas? Est-ce que sur le travail, ça engendre plus de travail ou moins de travail? Est-ce que ça facilite ou pas? Donc ça, vous l'aurez dans le rapport. Voilà. Mais c'est que des choses qualitatives. C'est des choses qui sont difficiles à mesurer. Mais voilà, il y aura une approche qualitative de ces points-là. On avait voulu mettre en place des indicateurs pour évaluer en fait ces impacts-là. Vu l'ampleur du travail, on s'est dit que c'était une première approche d'avoir une approche qualitative. Voilà, mais ce sera présent. Et Benoît, tu as une question? C'était pas une question, c'était une remarque. Mais j'étais juste parce que les 3 cas types que vous avez montrés sont des cas types où il y a un assolement possible. Et pour avoir travaillé sur des cas types toute herbe, je voulais juste dire que c'est un peu compliqué. Les marges de manœuvre sont moindres. On peut travailler sur quelques leviers, un peu l'herbe, un peu le pâturage, un petit peu le troupeau, mais à part baisser les UGB, on peut baisser les UGB de différentes façons, mais en fait, c'est plus presque une inquiétude que j'ai sur les systèmes toute herbe. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ils ont une marge de manœuvre qui est moindre. Ils n'ont pas la possibilité d'aller implanter des maïs, des sorgho, des métailles. Et aujourd'hui, voilà, je pense qu'on a commencé à y travailler et ça va peut-être valoir le coup de continuer à y travailler dedans. Voilà, vraiment.
Je pense qu'un levier, par contre, qu'on le retrouve systématiquement partout. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes l'ont dit ce matin, et je crois M. Dumas aussi, c'est la gestion du pâturage, quoi. Parce que on a vu que c'est quand même encore au printemps qu'on a l'herbe qui pousse le plus. Et cette ressource, il faut vraiment tout faire pour la valoriser à son maximum. Et là, c'est vraiment pour de vrai la dernière question. Et après, on passera à la table ronde. Donc ma question, c'était juste par rapport au CATIP du Puy-de-Dôme. Pourquoi avoir fait le choix de présenter une exploitation avec du maïs, sachant qu'il y a 5 AOP sur le territoire du Puy-de-Dôme? Et juste pour question un peu plus rhétorique, j'attends pas de réponse, mais par rapport à tout ce qui a été présenté ce matin, aux scénarios qui ont été présentés, est-ce que les leviers qu'on présente cet après-midi sont réellement suffisants par rapport aux scénarios et aux températures annoncées et aux précipitations, etc. Alors, si je peux me permettre, je vous rassure, dans le Puy-de-Dôme, il y a... En fait, d'abord, ce n'est pas des CATIP présentés par département. Il y en a une vingtaine, je crois, à l'échelle de l'ensemble du massif. Il y a des CATIP tout herbe. Il y a un CATIP tout herbe Saint-Nectaire qui est en cours de préparation. On a fait des choix pour aujourd'hui, c'est tout. Hein. Il s'avère que celui-ci était prêt avant les autres, mais c'est vraiment pas un choix délibéré, absolument pas. Et deuxième question, c'était... Oui, les leviers, si c'est... Pardon ? Oui. Ah. Moi, je trouve que c'était intéressant que nous a donné M. Dumas comme expérience. Hein, c'est qu'en fait, il a accumulé beaucoup de leviers différents, quoi. Et c'est je dirais, par cette manière-là qu'on va essayer de s'en sortir le moins mal. Merci beaucoup à vous trois. On a dépassé un tout petit peu le temps, mais c'était très intéressant.